Ceci a été le premier phénomène paranormal que j'ai pu filmer. La scène a été filmée avec un Sony Cybershot DSC, je crois. C'était à l'ancien temps. Ça date d'environ 2010. C'était la date de mes tout premiers projets d'exploration urbaine, d'explorer des lieux abandonnés. Et à l'époque, ça s'appelait déjà Dark Explorer. Donc vous voyez, la notion d'explorer était déjà ultra présente. La scène se passe avec mon pote Quentin. On était dans une petite chapelle et juste avant de reprendre la caméra, on entend une respiration qui n'est visiblement pas celle d'un préado de 14 ans que j'étais à l'époque. Vous vous en doutez, retrouver cette séquence était pour moi du pain béni pour commencer cette vidéo. Depuis, la caméra filme mieux, surtout elle filme en infrarouge, et les frissons, eux, sont toujours au rendez-vous. Et pourquoi ? Eh bien parce que je pense que la plupart des choses ne se passent pas dans le matériel électronique, mais bel et bien dans le matériel biologique. Évidemment, quoi de mieux qu'un château hanté, enfin hanté je sais pas, mais au moins abandonné, pour faire cet épisode et passer à partir de maintenant dans le noir complet, c'est-à-dire en infrarouge. C'était ma dernière source de lumière, c'est fini. Nous voilà prêts que les esprits se manifestent en tapant deux coups. Quel farceur. Pour commencer par le niveau 1, je propose d'aller explorer comment notre cerveau aime et adore déformer la réalité. Pour cela, remettons les bases de ce qu'on appelle la conscience. Aujourd'hui, on est encore dans le noir total. Mais on commence de mieux en mieux à comprendre les mécanismes, notamment celui de l'importance de donner de la cohérence. Ce que je vois est cohérent avec ce que j'entends est cohérent avec ce que je peux toucher, et le tout donne un ensemble cohérent, c'est la conscience de son environnement. Second rappel important, à quel point la peur a façonné, par pression évolutive, certaines de nos fonctions cognitives. La vie sauvage est si rude que l'on ne réagit pas de la même manière si l'on trouve à manger que si l'on est sur le point d'être mangé. Les enjeux de la deuxième situation sont bien plus importants, avec beaucoup plus d'impact, et cela a donné notamment la peur comme fonction cognitive ultra importante, puisque la peur, c'est un changement d'état biologique pour réagir plus vite à une situation donnée. Par exemple, la sécrétion d'adrénaline pour aller dilater les vaisseaux sanguins et augmenter l'apport en oxygène. Cette pression évolutive a codé certaines de nos fonctions cognitives, des logiciels qui sont codés ici, dans notre cerveau. Le problème, c'est que si ces fonctions ont des applications concrètes à l'état sauvage, nous, Homo sapiens, en 2020, nous ne sommes plus des espèces sauvages. Enfin, je crois. Nous ne sommes plus sauvages et en quelques milliers d'années, et même centaines pour la mondialisation, notre monde a changé bien trop vite pour que notre cerveau ait eu le temps, par l'évolution, par la sélection naturelle, de s'adapter au monde actuel. Nous avons donc un cerveau de Cro-Magnon dans une société qui, elle, file sans cesse vers la modernité. De là à leurrer le cerveau, en fait, il n'y a qu'un pas. Et avant de passer au niveau 2, je voudrais juste ajouter une parenthèse en disant que ce n'est pas un hasard si, par l'évolution, les zones dédiées à la peur dans le cerveau sont plus proéminentes, plus importantes, comme l'amygdale, que les zones dédiées au plaisir et au bien-être, comme l'aire tegmentale ventrale, départ du circuit mésolimbique, en gros, le circuit du plaisir. Premières fonctions cognitives intéressantes dans le cas de notre épisode qui sont apparues grâce à la sélection naturelle de cette ambiance de peur, ce sont les illusions d'optique. Voici le motif de Canisa, ou l'illusion des contours. Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu plusieurs études scientifiques avec des IRM sur ce sujet, notamment celle du professeur Hirsch en 1995, qui nous démontre quelque chose de surprenant. L'image avec l'illusion du contour déclenche dans le cerveau bien plus d'activité cérébrale pour processer l'image que la véritable image avec le véritable contour. Et ce n'est pas forcément intuitif, puisqu'il y a plus d'informations dans l'image avec un contour. Et donc on pourrait se dire qu'il y aura plus besoin de processus pour définir et comprendre cette image que celle-ci. Bon, ce résultat, pas somme toute incroyable, en dit quelque chose en fait de bien plus profond sur notre cerveau. Si le cerveau met bien plus d'avantages à essayer de rechercher un contour alors qu'il n'existe pas, cela a une bonne raison, c'est le principe de la sélection naturelle. Pour mieux comprendre, imaginez qu'il ne s'agisse plus d'un possible triangle sur 3 cercles, mais d'un possible prédateur dans les buissons. Ici, tout devient beaucoup plus évident. Il faut mieux surinterpréter, quitte à croire qu'il y a un prédateur alors qu'il n'y en a pas, plutôt que de passer à côté et de ne pas voir un véritable prédateur qui serait vraiment caché derrière nous.
dans les buissons. On tombe ici dans un premier biais cognitif assez facile à comprendre. Votre cerveau a bien plus intérêt à inventer une présence, même visuelle, par une illusion d'optique, pour surinterpréter une situation et être prêt à déguerpir s'il y a vraiment un danger. En tout cas, réagir. Donc, quelque part, pour faire le parallèle, votre cerveau a sûrement bien plus intérêt à inventer un fantôme, même s'il n'y en a pas, plutôt que de ne pas voir un fantôme s'il y avait vraiment une menace. Toujours dans cette idée qu'il s'agit d'un reste de notre vie sauvage. Niveau 2 quasiment validé, passons maintenant de l'illusion d'optique à l'illusion d'une présence. Lorsque j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai découvert une première redondance. Ces deux articles notamment ont démontré que l'hémisphère droit avait tendance à se suractiver dans des situations paranormales. Là où des gens, dans une expérience scientifique, pensaient voir ou ressentir une présence. Et de manière assez intéressante, en faisant des recherches en parallèle, j'ai aussi découvert que d'autres activités paranormales, comme la télépathie, montraient aussi sous IRM une suractivation de ce même hémisphère droit. Continuons à complexifier notre expérience paranormale. Vous avez peut-être entendu parler de l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, notamment remise entre guillemets au goût du jour avec le développement de la 5G, une hypersensibilité qui existe chez de véritables personnes et qui peut conduire à des sentiments de mal-être et des maux de tête. On a déjà montré que ces champs électromagnétiques pouvaient perturber assez le cerveau jusqu'à lui faire ressentir des sentiments de présence, et de là, je ne pensais pas en apprendre grand-chose. Mais jusqu'à ce que je lise ceci, tiré d'une étude du professeur Persinger en 2002. Les sujets qui ont reçu une plus grande stimulation dans l'hémisphère droit, ou aussi dans les deux hémisphères, ont signalé de manière plus fréquente des présences et des craintes. Tiens, encore une fois, cet hémisphère droit. Il ne s'agit pas d'un consensus scientifique, surtout pas, mais le candidat commence à être assez sérieux. Après, la question qui reste en suspens, c'est est-ce que c'est la suractivité de l'hémisphère droit, ou plutôt la sous-activité de l'hémisphère gauche qui est en cause dans ces expériences paranormales? Je rappelle que tout ça est dans le cadre d'analyse IRM des cerveaux des patients, qui n'est pas vraiment une situation paranormale, je sais, dans un véritable château hanté. Et puis rassurez-vous, il y a des manières bien plus cool de déclencher le sentiment d'une présence, notamment avec quelque chose qui sonne vachement bien, la dissonance temporelle. Des chercheurs à l'EPFL ont imaginé une expérience où un bras robotique allait réaliser le même geste qu'un cobaye, mais dans le dos de ce même cobaye. En gros, si je pousse vers l'avant, le robot va me pousser dans le dos. Ah mais oui, c'est normal, c'est un truc qui touche, il y a le sentiment d'une présence. Calme-toi Didier, nous ne sommes pas encore allés dans la vraie partie de l'expérience. Écoutez cette phrase de l'un des chercheurs de l'étude. Nous avons montré l'interférence avec 3 régions du cortex nerveux, 3 régions qui sont impliquées dans la conscience de soi, le mouvement, le sens de connaître sa position dans l'espace, ce qu'on appelle la proprioception. Ensemble, ils contribuent au traitement multisensoriel des signaux, qui est important. Et ce traitement multisensoriel est important, et c'est vraiment là le mot-clé, dans la perception de son propre corps. Là, normalement, ça devrait nous parler davantage, puisque c'est le propre de la conscience, rappelez-vous au début, de donner de la cohérence à son environnement. Il semblerait donc que de mettre un simple petit grain de sable dans cette mécanique peut arriver à totalement dérégler de grandes fonctions comme la conscience. Et c'est encore mieux si, comme dans l'étude, ce grain de sable est mis dans les mécanismes de la perception de notre propre corps. Vous allez commencer à comprendre pourquoi on dit ça. La perception de soi-même. Les chercheurs de l'étude disent notamment que si ce sentiment de présence peut être déclenché lorsque la perception de soi-même se met à totalement déconner, il est possible que cette sensation de présence soit uniquement la sensation de notre propre présence, mais à l'extérieur de notre corps. Une perception de vous-même, mais avec des interférences dans tous les sens. Un doublement de vous-même pour aider votre corps à retrouver de la cohérence en donnant une histoire racontée à des stimuli qu'il n'arrive pas vraiment à contrôler, à maîtriser et à analyser. Un point qui atteste cela est notamment le fait que si vous êtes debout, par exemple en train de marcher, soit dans votre garage très sombre, dans votre grenier très sombre ou dans un château abandonné si ça vous arrive, vous allez certainement beaucoup plus ressentir une présence debout parce que vous êtes debout. Bon, là, on est aux frontières de ce qui est vraiment scientifiquement démontré ou même scientifiquement étudié, mais au moins on commence à mettre des mots sur des sensations et ça, c'est ultra intéressant.
On a une question de Dédé des Bouches-du-Rhône qui nous dit « Salut explorons, qu'est-ce qui prouve qu'une voix ou une ombre, c'est forcément une personne morte ?» Alors on a déjà commencé à y répondre, si ce sentiment de présence est une projection de vous-même dans l'espace, c'est normal de la ressentir comme étant humaine. Car c'est vrai, nous pourrions ressentir une sorte d'objet inconnu, d'énergie inconnue, mais non, on ressent une présence humaine. Et ça c'est hyper intéressant, et sûrement très biaisé par notre cerveau. Mais c'est vrai qu'on parle souvent de personnes défuntes, de morts, de revenants, alors qu'on pourrait totalement parler d'une personne dans une autre dimension. Il y a des bruits, mais reconcentration. Parce que c'est vrai, on parle souvent d'une personne défunte, mais on pourrait parler d'une personne qui vient d'une autre dimension ou d'un autre univers. Alors pourquoi ce rapport à une personne ayant vraiment existé qui est morte? Je veux dire, c'est hyper réducteur. Alors, est-ce que ressentir un fantôme est-il uniquement neurobiologique ou y a-t-il quelque chose de plus derrière? Notamment, n'y a-t-il pas du folklore? Par exemple, si l'on associe cette forme-là au mot arbre et du coup au sens arbre, c'est parce que on nous l'a appris. À partir de là, on peut se demander si ce sentiment de présence n'est pas totalement influencé par notre culture de films, de séries ou même de musique que l'on a pu avoir durant notre éducation. Pour s'en convaincre, il y a notamment une étude du professeur Blackmore, et Blackmore c'est clairement un nom de ville trop stylé pour une ville fantôme. La professeure Blackmore a montré que les personnes qui voyaient des fantômes ou ressentaient une présence dans ces expériences étaient les personnes qui, habituellement, croyaient le plus à l'existence même des fantômes. Et à l'inverse, et je veux pas que ça soit pris par condescendance, mais dans une de mes anciennes explorations, dans laquelle j'avais exploré un manoir abandonné, en pleine nuit, encore une fois, il y a un moment où je suis à l'étage et j'entends une pierre tomber, non loin de moi, je pense dans la pièce juste à côté. Attendez. Et je ne sais pas si c'est parce que je mets beaucoup plus de crédence dans le fait que les fantômes n'existent pas, que à ce moment-là, je ne réagis quasiment pas. En tout cas, je n'éprouve aucune peur. Et j'en suis même assez étonné quand je regarde les rushs de cette vidéo. Parce qu'une pierre qui est jetée dans une pièce, c'est quand même quelque chose d'important. Mais qui, sur le coup, je n'avais pas assimilé à la possibilité que ce soit une présence humaine qui l'ait faite. Peut-être parce que je m'en étais convaincu. J'espère qu'on voit toujours un petit peu. Yes. Désolé si l'image commence à être bruitée. Bon, du coup, revenons à nos fantômes. Enfin, nos moutons. Ou nos fantômes de moutons. Il manque sûrement encore un point important à l'histoire. On a déjà parlé de l'importance de la conscience pour rendre cohérents nos sens, et qu'une interférence dans cette machinerie pouvait déclencher le sentiment d'une présence. Mais qu'est-ce que c'est exactement une interférence ? Une incohérence. Celle qui est la plus facile à appréhender, c'est sûrement celle qui consiste à supprimer la vue, qui est le sens le plus important chez les humains. Dans ce cadre-là très précis, le cerveau aura besoin de surinterpréter tous les autres sens pour pallier à ce manque qui est le fait de ne plus rien voir, sachant que la vue est ce qui donne le plus d'informations pour le cerveau humain. Ajoutez à ça le fait que la moindre petite perception visuelle, grâce au moindre petit filet de lumière, va déclencher directement, avec de grandes chances, des illusions d'optique, comme nous en parlions au tout début. Et c'est un peu le fameux « Oh, j'ai cru voir une ombre ». À la fin de la vidéo, je vous parlerai d'ailleurs d'une expérience pour aller jouer et titiller ces illusions d'optique jusqu'à déclencher des auto-hallucinations et avec de l'auto-hypnose chez le cerveau. Et ça peut être cool, donc rendez-vous à la fin. Vous vous souvenez de l'étude de Blackmore, la personne au nom de famille trop cool? Eh bien, telle une conclusion parfaite à cette partie, Blackmore a montré que les personnes qui ressentaient le plus facilement un sentiment de présence ou d'un fantôme étaient celles qui avaient tendance à faire le plus d'erreurs de reconnaissance lorsqu'il s'agissait de regarder des images ambiguës. Comme si une légère déficience dans le mauvais côté lorsqu'on a une image ambiguë faisait que ces personnes avaient plus tendance à imaginer des choses plus osées. Dans la tête, oui. D'ailleurs maintenant on a quasiment une recette plus ou moins bien comprise. Un environnement avec les sens perturbés, par exemple le fait de ne plus avoir accès à la vue, amène deux choses. La peur et donc le besoin de retrouver de la cohérence, quitte à déformer les autres sens, et des interférences entre certaines fonctions cognitives complexes, comme par exemple la perception de soi-même. Mais comme nous venons de le voir, tout ça c'est avant tout dans la tête. Et ça ne répond pas à la question qui n'était pas celle de l'épisode, est-ce que les fantômes existent vraiment?
Du coup, pour tenter de rapidement y répondre, voici un petit épilogue à la vidéo en 4 points. 1. Il est important d'avoir une approche dite bayésienne de la question. Il faut mieux avoir tout un tas de probabilités sur lesquelles on peut jouer et ajuster, plutôt que d'avoir un avis ultra tranché sur la situation. Par exemple, personnellement, j'accorde beaucoup plus de crédence, de probabilité à l'hypothèse les fantômes n'existent pas que à l'hypothèse les fantômes existent. Et ça, selon l'argument du point numéro 2. 2. Les choses qui existent dans notre monde sont faites soit de matière ou soit d'énergie, pour vraiment vulgariser à fond, et sans rentrer dans ces notions d'entropie. Si les fantômes existent, il y a bien plus de probabilité pour qu'ils soient non pas faits de matière, mais d'énergie, pour pouvoir faire bouger un meuble ou faire retentir une voix dans un microphone. En 2018, la France devait gagner la Coupe d'Europe. Ok. Bientôt. Le truc selon moi, c'est que niveau détection de phénomènes physiques, on a quand même un bel attirail. Lorsque l'on sait qu'on a réussi à détecter la présence du boson de Higgs ou encore des ondes gravitationnelles, je me dis que si un fantôme avait dû passer devant de tels appareils de mesure, nous l'aurions peut-être forcément vu. Troisièmement, évidemment, il ne s'agit pas de réfuter quelconque croyance religieuse. Chacun pense ce qu'il a envie, ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait sens. Et de toute façon, numéro 4, je n'ai jamais prouvé que les fantômes n'existaient pas. D'ailleurs, comment prouver l'inexistence de quelque chose ?